Bonjour et merci d'être venus si nombreux et bienvenue dans votre formation intitulée Introduction Discover. Vos micros sont coupés et vous pouvez intervenir pour poser vos questions à tout moment en levant la main ou en écrivant dans le chat. On va attendre quand même quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. Et ce sera Monsieur Sylvestre Besson, consultant Solutions Discover, qui assure cette session. Bonjour à tous, je vois que le nombre de participants se stabilise, alors on va pouvoir commencer. Je vous le redis, si vous n'avez pas entendu, si vous n'étiez pas là pour l'intro, vos micros sont coupés, mais vous pourrez intervenir à tout moment, soit en levant la main pour que je réactive vos micros, soit en passant par la case chat pour me poser vos questions. N'hésitez pas, hein, posez-moi vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête. Le but, c'est pas que je fasse un monologue. Donc voilà. Alors, juste en deux mots avant de passer sur Discover à propos d'Everteam, peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas. Donc, on est sur le marché de l'ECM depuis 30 ans. On travaille essentiellement, effectivement, avec du grand compte. Bon, il y a plein d'informations à droite, on est les leaders, etc. Il y a une information qui est toutefois assez intéressante, je trouve. Nous sommes coordinateurs ISO pour le groupe de travail sur la gouvernance de l'information, ce qui nous permet vraiment d'être un petit peu à la source de ce qui se fait sur la gouvernance, puisque c'est quand même un secteur un petit peu émergent et que beaucoup de choses s'y passent. Donc voilà. Alors, dans quel contexte nous avons fait Everteam Discover? Le premier dessin sur la gauche, il est assez clair, je pense, pour tout le monde. C'est effectivement l'explosion de la donnée non structurée
Donc, qu'est-ce qu'on entend par la donnée non structurée? Eh bien, ce sont les mails, les PDF textes, les documents Office, les documents OpenOffice, etc., etc. Donc, c'est effectivement tout ce qui n'est pas en base de données. Donc, vous pouvez voir la courbe, hein, elle est exponentielle avec une estimation en 2025 à 163 zettabytes sur le net dans les entreprises de données non structurées. Le dessin de droite montre plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, on se sert bien évidemment tous les jours de données non structurées, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en général, dans les entreprises, la donnée est silotée. On va se servir de file system, donc de disques durs partagés. On va se servir des emails, des ERP. On va se servir d'applications métiers. Mais qu'en fait, chaque service va avoir ses propres habitudes, ses propres silos de données. Et quand un document n'apparaît pas dans le silo habituel d'un service, on a tendance à perdre beaucoup de temps à retrouver cette information-là. Il y a des études qui sont sorties, je crois que de tête c'est AIM qui l'a sorti, qui montrent qu'on peut perdre en entreprise jusqu'à 20% de son temps à rechercher l'information. 20% de son temps, eh ben, c'est un jour par semaine. Ce qui paraît démentiel, mais en fait, quand on y réfléchit, on n'est pas loin de la vérité en fait. Donc voilà, le silotage de l'information et l'explosion de la donnée. Un autre dessin très rigolo, c'est le databerg. Ça vient des États-Unis, le terme. Ça montre simplement comment se répartit un petit peu la donnée au sein de l'entreprise. En fait, on a en général, à peu près, en moyenne, 15% de données métiers connus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une donnée métier connue? C'est un document dont on connaît la localisation, on sait où il se trouve, et qui contient des informations importantes pour le travail de l'entreprise, les factures, les contrats, etc. Ça ne représente en fait, au final, si on met ces deux facteurs côte à côte, je sais où il est, je sais ce qu'il y a dedans, et c'est utile pour mon entreprise, en fait, ça ne représente que 15% de la donnée de l'entreprise. À ça, on passe sous l'eau, sous la surface de l'iceberg, on se retrouve avec 33% de ce qu'on appelle le ROT, donc ce sont les données redondantes, obsolètes et triviaux, donc tout ce qui est trop vieux, tout ce qui est en double, tout ce qui ne sert à rien. Et donc, il reste à peu près un document sur deux qui appartient au dark data. Et donc, le dark data, c'est tout le reste. C'est tous les documents qu'on a un petit peu perdus de vue, qui ont échappé au silo habituel ou qui ont échappé au regard de l'IT dessus. Alors, on entend beaucoup sur Internet qu'il faut venir à bout du dark data, que le dark data, c'est mal. En fait, c'est pas aussi vrai que ça, puisqu'en fait, le dark data, c'est un peu inéluctable dans le fonctionnement d'une entreprise en 2020. Simplement, je vous donne un exemple pour comprendre. Il est vendredi soir, vous avez un contrat à terminer et puis c'est tard, vous voulez rentrer chez vous. Alors vous allez vous envoyer le contrat sur votre boîte perso. Pendant le week-end, vous allez faire une copie du contrat sur votre disque, sur votre bureau pour pouvoir en avoir une copie pour être sûr de ce que vous faites. Vous allez le modifier pendant le week-end. Vous allez même peut-être l'envoyer à un collègue pour validation, pour modification. Et puis le dimanche, vous allez vous le renvoyer par mail. Et en fait, c'est un processus assez habituel et au final, vous avez créé 4, 5 versions du contrat en question, dont plusieurs qui ont complètement échappé à l'IT. Donc, c'est comme ça qu'on génère du dark data, c'est en se partageant un document par un chat, par exemple. Donc, le dark data, il est inéluctable. Donc, le but de Discover dans tout ça, eh bien, c'est d'arriver à supprimer les 33% de ROT, d'identifier le dark data, d'arriver à comprendre un petit peu ce qu'il y a dedans, pour séparer, je dirais, dans le dark data ce qui appartient à nouveau au ROT et le supprimer, et remonter à la surface tous les documents qui sont des données métiers inconnues pour, à la fin, n'avoir que la partie émergée de l'iceberg. Alors, la gouvernance de l'information, qu'est-ce que c'est? En fait, si on part sur Discover, puisque là, aujourd'hui, on va faire un focus sur Discover, Discover va permettre un petit peu les 3 premières étapes, on va dire, de la gouvernance, à savoir être capable de se connecter à tous les actifs, donc à tous les silos, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de cette connexion-là, de cette connexion multiple à toutes les sources, être capable donc d'afficher les informations à partir d'un système unique, donc faire un portail d'entrée vers toutes les informations. Donc on imagine, il y a du mail, il y a des SharePoint, il y a des disques durs d'entreprise. Toutes ces entreprises vont être agrégées et consultables depuis une interface unique. Et enfin, depuis cette interface unique, ça va être de pouvoir améliorer le contenu et les métadonnées. Donc, pouvoir taguer un document ou pouvoir même le déplacer. On parle d'amélioration, mais on va pouvoir aussi entreprendre des actions directes sur tous ces documents. Ensuite, une 4e étape,
Donc là, il faudrait avoir un Everteam policier en plus, mais si on a un petit peu de temps, je vous montrerai ce que ça donne. C'est pour pouvoir gérer les cycles de vie documentaires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié un contrat, eh bien, c'est pouvoir être capable de dire, comme c'est un contrat de juridiction française, eh bien, je vais devoir le conserver 15 ans. Voilà, par exemple. Et enfin, la dernière étape pour une gouvernance complète avec un Everteam Archive, donc un système de SAE, pouvoir renseigner les archives via les métadonnées, les notices, attacher les documents qui viennent de vos actifs d'information pour pouvoir entreprendre des stockages à long terme. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, on est sur une introduction Discover, ça fera déjà beaucoup d'informations à digérer, je ne vais pas vous faire toute la boucle d'un coup. On va faire un petit focus sur les 3 premières étapes, quitte à déborder un petit peu sur la 4e si on a le temps. Donc, on va reprendre un petit dessin pour que vous compreniez la big picture, comme disent nos amis anglais. On va imaginer une entreprise qui s'appelle Prodeco et on reprend le dessin initial dont je vous ai parlé, à savoir des équipes métiers qui travaillent sur du Office 365, sur des mails, sur un SAP, sur des disques durs d'entreprise, des disques partagés et puis pourquoi pas des applications métiers. Quel est leur besoin à ces équipes-là? C'est de pouvoir accéder simplement, rapidement à l'information et pourquoi pas pouvoir faire des dépôts simplifiés. Mais ils ne sont pas les seuls dans l'entreprise. Il y a aussi des managers, hein, le petit monsieur avec son portable, qui lui va avoir besoin d'une vue un peu plus élargie, avec un peu plus de recul, pour pouvoir faire de la gestion de risque et de la gouvernance responsable de l'information, comme c'est écrit dans la bulle. Donc, grosso modo, c'est pouvoir avoir du tableau de bord, pouvoir gérer, voir les documents en attente, les documents en retard, ce genre de choses. Donc, avoir un petit peu une vue de l'activité des équipes. Et puis, on a aussi la record manager, comme on l'appelle, la professionnelle de l'information, qui, elle, va avoir besoin de gérer ses cycles de vie. Donc là, c'est la 3e étape et la 4e étape dont je vous parlais tout à l'heure, pour gouverner le capital informationnel. Donc, c'est être capable, effectivement, d'identifier les contrats où ils sont pour entreprendre des actions dessus. Donc, effectivement, la professionnelle de l'information va, elle, plutôt travailler sur un archive qui sera basé sur un policy, puisque policy va gérer toutes les typologies documentaires au sein de l'entreprise. Et c'est là où on arrive donc à la tuile qui nous intéresse, c'est Everteam Discover. Everteam Discover va se connecter donc à toutes les sources sur lesquelles travaillent les équipes pour pouvoir donner une interface unique qui va aider donc les équipes métiers à accéder à l'information, qui va aider les managers à avoir leur tableau de bord, à voir où sont les documents et les tâches, et qui va aider la professionnelle de l'information à faire le transfert depuis tous les silos jusqu'à un SAE. Mais dans une entreprise, à nouveau, il n'y a pas que. Il y a aussi l'IT. Alors l'IT, ils ont un besoin simplissime, assainir, c'est-à-dire éviter que tous les silos d'information débordent, être capable de... Donc là, on revient un petit peu sur la notion de route, hein, être capable de voir quand un document est obsolète, quand un document est en double, pour pouvoir faire un peu de ménage au quotidien. Et puis, il y a la tâche de décommissionnement d'applications. On va imaginer qu'on veut se débarrasser d'un SAP. Eh bien, ça va être tout à fait faisable à travers un Discover, puisqu'on va pouvoir identifier dans SAP tous les documents qui servent, et dans quel cas on pourra les déplacer vers un cloud, vers une autre application, supprimer ce qui n'est pas utile pour, au final, pouvoir couper les licences de SAP. Donc, assainissement et décommissionnement. À cela s'ajoute le DPO pour le RGPD, qui lui va avoir besoin d'identifier un petit peu toutes les données personnelles qui se baladent. Hein. Il y a un numéro d'IBAN qui vient d'arriver dans un mail, ou il y a un numéro de sécurité sociale qui se promène dans Office. Ça, c'est les informations pour lesquelles le DPO, dont le DPO a besoin. Donc, la conformité à la réglementation, Everteam Discover va pouvoir l'aider également. Et puis enfin, il y a tous les collaborateurs. Alors là, on parle de publics qui peuvent être internes, qui peuvent être externes, qui ont besoin d'un moteur de recherche rapide, simple, intuitif, pour accéder aux informations en fonction des différents contextes. Donc là, vous avez toute l'histoire de l'entreprise Prodeco. Et en fait, pour tous ces acteurs-là, Discover va avoir une vraie valeur ajoutée. J'insiste, hein, je ferai des petites pauses de temps en temps si vous avez, pour vous laisser un petit peu le temps, si vous voulez utiliser le chat, de la main levée, vous n'hésitez pas, vous m'interrompez à n'importe quel moment. Donc la proposition d'Everteam. Comment fonctionne Everteam Discover? Alors je vous l'ai dit, dans un premier temps, la problématique vient du fait que le nombre de sources se multiplie, hein, puisqu'on a tous trouvé à un moment SharePoint et Office 365 génial, et puis on s'est partagé des disques durs pour pouvoir mettre des données
d'un service à l'autre, et puis on utilise beaucoup le mail et on rajoute par-dessus des applications métiers. En fait, la première, et je dirais presque la plus fondamentale des valeurs ajoutées de Discover, c'est cette capacité à se connecter à tout leur corpus informationnel de l'entreprise. Donc, par défaut, Discover est capable déjà, out of the box, je dirais, par paramétrage, il est déjà capable de se connecter à SAP, à SharePoint, Office 365, au file system, que ce soit Windows, Linux, au serveur de mail Exchange et à notre logiciel de SAE, Everteam Archive. Mais il possède une API REST très performante. Il est capable, en fait, en phase de projet, de se connecter excusez-moi, à toutes les sources de votre entreprise. Si vous avez une application métier, si vous avez un intranet, on va pouvoir développer des connecteurs spécifiques pour se connecter au reste de vos sources, pour que Discover devienne vraiment ce point d'entrée dont on parlait, de toutes vos capitales informationnelles. Dès que l'on connecte Discover à une de vos sources, je vais présenter les étapes d'indexation qui se passent. Alors, les étapes, elles sont automatiques. Il n'y a aucun effort à faire. Dès que vous avez déclaré donc votre source, la première chose que Discover va faire, c'est ce qu'on appelle le light scan, c'est l'extraction des métadonnées. Donc, grosso modo, c'est un petit peu ce que vous voyez quand vous faites clic droit, propriété sur un document Word. Discover fait un peu la même chose. Il va récupérer toutes les données système, les métadonnées système, les métadonnées applicatives et les droits sur les documents. Donc, grosso modo, il est capable directement, dès le light scan, de récupérer l'auteur, la date de modification, la taille, ce genre de choses, et puis des métadonnées un peu plus spécifiques. Hein. Sur une photo, il va être capable de récupérer la géolocalisation. Sur un mail, il va être capable de récupérer l'expéditeur, le destinataire, ce genre de choses. Donc, c'est sur le light scan qu'on va récupérer toutes ces informations-là. Le light scan, c'est une étape qui est très rapide. Bien sûr, elle dépend de la bande passante, mais je dirais que en local, quand j'essaye sur mon laptop, comme là, ça va être le cas puisque le Discover que je vous montrerai, c'est une VM qui se promène en local sur mon poste, on est sur entre 10 et 15 000 documents minutes. C'est une étape qui est très rapide. Deuxième étape, c'est le deep scan. Donc, dès qu'un document a passé la première étape des métadonnées, Discover extrait les textes de tous les documents sur lesquels c'est possible, bien évidemment. Donc, il va extraire les textes des PDF, les textes des documents Office, des mails, etc. Il faut savoir que là, on utilise une librairie pour l'extraction des textes qui va assez loin et on est même capable d'extraire des textes de documents un peu inattendus, hein, je dirais un PSD, un AutoCAD. Je l'ai déjà vu extraire des textes de PSD. L'idée étant d'arriver à récupérer le plus d'informations possible pour justement aider aux étapes ultérieures. Donc, extraction des textes. Cette extraction des textes, elle n'est pas bête et méchante, du genre copier-coller, je prends tout ce qu'il y a dans le document et je l'envoie dans mon index. L'extraction des textes, elle est couplée à ce qu'on appelle NLP, donc un Natural Language Processing, une analyse sémantique. Donc en fait, Discover, quand il va extraire les textes, il va analyser le sens des textes. Il va faire, il y a plein de techniques derrière, il y a ce qu'on appelle la lématisation, peu importe. Il va récupérer, il va essayer de comprendre le sens des documents, ce qui va lui permettre après, peut-être, pourquoi pas, en fonction des besoins de l'utilisateur, de contextualiser les documents. Donc une analyse sémantique, j'y reviendrai plus tard. Et enfin, donc là on est sur la quatrième étape d'indexation, ce sont les 4 étapes qui sont automatiques et transparentes dès la connexion à une source de données. C'est ce qu'on appelle l'extraction des entités nommées. Donc, une entité nommée, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les termes, les groupes de termes que l'on identifie au sein d'un texte, c'est-à-dire c'est tous les termes qui ont une valeur en dehors d'un texte, une valeur un peu absolue. Des exemples tout bêtes pour que vous compreniez, ça peut être par exemple le nom de quelqu'un, ça peut être un numéro d'IBAN, une carte de crédit, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut même être beaucoup d'autres choses, ça peut être une référence de facture, ça peut être une liste de projets, c'est très vaste. Par défaut, Discover, il extrait une dizaine d'entités nommées qui sont plutôt dédiées au RGPD, comme on en parlait tout à l'heure pour le DPO. Donc, on va extraire effectivement les numéros de sécurité sociale, les numéros d'IBAN, les numéros de carte de crédit, toutes ces informations-là qui sont un petit peu standards et un petit peu génériques. Mais le but d'un Discover, c'est vraiment d'être enrichi en phase projet, d'être enrichi avec vos entités nommées, pour vraiment le teinter de votre écosystème, lui faire comprendre votre contexte. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé il y a quelques années sur un projet chez un client où tous les projets informatiques avaient des noms de fruits.
Donc avec Kiwi, il y avait papaye, c'est chouette, mais si vous laissez faire l'analyse sémantique, quand il se retrouve en face d'une papaye, eh ben pour lui c'est un fruit et ça peut créer au moment de la recherche des incompréhensions. Donc l'entité nommée, elle est là pour ça, elle est là pour être enrichie et pour lui expliquer en phase projet, attention, voilà la liste de mes projets informatiques, alors Kiwi, papaye, allons-y. Et là, de fait, il va retrouver très facilement tous les projets informatiques. Ça peut être, à nouveau, je recite le même exemple, mais c'est le plus saillant, c'est une référence de facture. Dans chaque entreprise, les factures sont référencées de différentes manières, sous différentes formes. Donc, il est important, à l'installation, de pouvoir lui réexpliquer chez vous comment se passe, comment se nomme une facture, de manière à ce qu'il les retrouve facilement. Donc voilà pour les 4 premières étapes. Là, quand les 4 étapes sont passées, l'indexation est terminée. Il y a d'autres phases, effectivement, mais là qui vont demander une intervention humaine ultérieure. La 5e étape sera l'étape de classification. Alors, par classification, qu'est-ce que j'entends? Ce sont l'ajout de règles pour justement aider. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une intervention humaine, parce que ces règles, il va falloir les élaborer. Ça va être, par exemple, tout bête, de dire que dans un dossier, je connais ce dossier, et dans ce dossier, il n'y a que des factures. Donc, faire une règle en expliquant à Discover ce genre de choses, vos habitudes. Dire, voilà, tu sais que dans ce dossier-là, ce sont des factures, tu sais que sur ce répertoire-là, il n'y a que des contrats, etc., pour faciliter un petit peu le processus. J'y reviendrai, on va faire des exemples tous ensemble. Et dernière étape, ce qu'on appelle donc le machine learning, ou l'intelligence artificielle. Là, c'est en fait, Discover va analyser ce que vous faites essentiellement en 5. Il va analyser toutes vos actions pour essayer de les comprendre, pour essayer de comprendre quels documents sont impactés par vos modifications, pour derrière faire des suggestions, de dire, tiens, tu m'as dit que tous ces documents-là étaient des factures, regarde ces documents-là que tu n'as pas typés parce qu'ils ressemblent étrangement aux factures que tu as typées. Voilà. Je reviendrai là-dessus, là c'est pour que vous ayez un petit peu l'image d'ensemble. On va aller un petit peu plus dans le détail par la suite. Donc, la gestion des sources de données. Alors, revenons à l'étape 1, le light scan. Donc, je vous l'ai dit, on extrait les métadonnées. Les métadonnées en tant que telles, elles ont déjà pas mal d'avantages, même en allant pas plus loin. Elles permettent déjà de créer des tableaux de bord dynamiques, hein, comme vous les voyez, donc pouvoir regrouper tous les PDF, regrouper tous les Word, ou regrouper en fonction de la taille ou du dernier accès. Ça va permettre une classification transverse. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est simplement que vous allez pouvoir cliquer sur les PDF et avoir une liste de résultats de tous vos PDF, que ce soit des pièces jointes attachées à des mails, que ce soit qu'ils soient partagés dans un disque dur d'entreprise ou même qu'ils soient perdus au fin fond d'un SharePoint. En un clic, vous allez pouvoir retrouver tous vos PDF. Donc, il y a un vrai intérêt déjà au Lightscan qui permet, voilà, de regrouper, selon des critères qui vous sont propres, de regrouper les documents. Je n'ai pas appuyé là-dessus tout à l'heure, mais j'y reviens, parce que c'est important. Au moment de l'extraction de la métadonnée, on extrait aussi les droits sur les documents, ce qu'on appelle les ACL, donc les droits de lecture, les droits d'écriture, les droits de suppression, etc. Ce qui fait que le Discover, bien évidemment, ne va vous rendre que les documents que vous avez le droit de voir au sein de vos sources. Il ne s'agit pas de chercher feuille de paye et de trouver la feuille de paye de tout le monde. Donc, lorsqu'on se connecte à un Discover, d'ailleurs on va le faire, c'est le moment, lorsqu'on se connecte à un Discover, là, pour le besoin de la démo, je vais me connecter en admin, mais c'est très mal. Un Discover doit être connecté à un Active Directory, et même avec une connexion SSO, pourquoi pas, de manière à ce que lorsque vous allez vous connecter à un Discover, il sache qui se connecte, et il va pouvoir faire le mapping justement entre les droits dont vous disposez dans Discover et les droits que vous avez sur les sources. Donc, lorsque vous allez arriver dans Discover et faire vos recherches, vous ne verrez que les documents que vous avez le droit de voir, vous n'aurez le droit de supprimer que les documents que vous avez le droit de supprimer, etc. Vous avez compris le principe. Donc, lorsqu'on se connecte à un Discover, qu'est-ce qu'on voit? La première chose, c'est effectivement un tableau de bord. Alors là, volontairement, je l'ai simplifié à l'extrême. On n'a plus qu'une seule facette. Ce qu'on appelle une facette, eh bien, c'est ça. C'est une représentation visuelle d'une donnée, quelle qu'elle soit. Donc là, c'est la facette des chemins. Donc, vous pouvez voir ici toutes les sources que j'ai indexées. Il y a des disques durs d'entreprise, hein, il y a des workspaces, etc. Et il y a un serveur de mail. Si vous ouvrez un chemin, vous allez pouvoir naviguer dans vos sources exactement comme si vous étiez sur Windows. Vous allez pouvoir parcourir vos dossiers, etc. Cliquer sur un dossier pour filtrer et n'afficher plus que ce dossier-là.
Pareil sur le serveur Exchange, vous allez tout de suite voir voilà, les deux adresses mail que j'ai indexées. Donc, vous avez les accès vers les chemins. Les tableaux de bord sont modifiables. Chaque utilisateur peut modifier ses tableaux de bord, peut se créer de nouveaux tableaux de bord en fonction de ce qu'il va avoir besoin de consulter. On va le faire d'ailleurs. On va modifier ce tableau de bord et puis on va se rajouter, pourquoi pas, le type de fichier. On va rajouter la taille des fichiers et une date de consultation, par exemple. Donc là, je n'utilise que des facettes de métadonnées. Donc là, toutes ces informations-là, c'est les informations qu'on récupère au moment du light scan, au moment de la première étape. Donc, comme je vous le disais, on voit directement qu'à travers tout mon corpus, j'ai 1404 PDF. Des traitements de texte, j'en ai 785. Alors, qu'est-ce qu'on entend par traitement de texte? Ça va être autant du point .txt que du point .doc ou docx, que de l'ODT d'OpenOffice, etc. On regroupe tout ce qui est du traitement de texte sous une seule valeur. Feuille de calcul, etc. Je vous passe les détails. On peut, sur toutes les facettes, vous pouvez les modifier si vous avez envie d'en changer le style. Là, pour le coup, je vais la remettre en liste pour qu'elle soit un peu plus lisible. Et on va d'ailleurs faire pareil avec la taille du fichier. Je vais tout mettre en liste. Ce sera plus simple pour voir le nombre de valeurs. Avec ce tableau de bord, on peut déjà faire des choses sympas. Et là, je repense, vous savez, à mon histoire Prodeco, la petite entreprise. Là, on s'adresse plutôt à l'IT qui a besoin de faire un peu de ménage. On peut constater que sur ces sources-là, qui sont quand même censées être les sources plutôt de travail sur lesquelles il y a les documents d'entreprise, j'ai trouvé 12 fichiers de type application. Alors, application, ça va être de l'exé, du DLL, des fichiers qui n'ont pas grand intérêt sur des sources d'entreprise. Alors, je vais pouvoir cliquer dessus. Et vous voyez que dès que je clique sur une facette, le tableau de bord se met à jour. Il prend en compte mon filtre. On peut le voir en haut, type de fichier application. Et maintenant, toutes les informations qui sont montrées sur le tableau de bord, ce sont effectivement les informations de ces 12 fichiers applications. Je vais même pouvoir aller plus loin et cumuler les filtres comme ça en disant, bah, moi ce qui m'embête, c'est plutôt que j'ai des fichiers d'application qui ont en plus l'air très lourds. Eh bien, cliquons sur les 50 mégas. Et comme ça, petit à petit, vous allez pouvoir cumuler les filtres pour resserrer un petit peu le corpus sur lequel vous avez une action à entreprendre, pour justement derrière entreprendre ces actions-là. Alors, une fois qu'on a choisi nos filtres et qu'on est content avec, on va pouvoir cliquer ici sur le bouton pour voir la liste de résultats. Et donc, on se retrouve effectivement avec des exés. Alors, il y a quoi? Il y a un install Winamp, Xampp portable. Bref, voilà, des fichiers qui, effectivement, pour le coup, sur des disques d'entreprise, n'ont rien à faire. Si j'en ouvre un, vous pouvez cliquer pour voir les détails sur un document. Vous voyez qu'effectivement, c'est un point .exe, donc on n'a pas pu aller plus loin dans l'indexation, mais néanmoins, il montre déjà toutes les métadonnées qui ont pu être extraites. Alors, ça va du type de fichier, la taille, la date de création, etc., etc. Vous avez toutes les métadonnées. On va revenir sur la liste. Et donc, moi, maintenant, mon rôle, je suis l'IT, je veux effectivement faire un peu de place. Ces documents-là n'ont rien à faire sur les disques. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, j'ai plusieurs actions. Si je veux effectivement faire un peu d'assainissement, nettoyer mon vrac numérique, je vais pouvoir donc tout sélectionner. Et en fait, on va dire, j'ai 3 niveaux d'action. Le premier niveau, ça va être on va dire le niveau brutal. Je peux cliquer sur supprimer. Si effectivement j'ai le droit de supprimer ces documents-là, en cliquant sur supprimer, la Discover va se retourner vers les sources, aller voir où se retrouvent ces fichiers-là et les supprimer, vraiment, physiquement. C'est pour ça que j'appelle ça brutal, parce que, bon, je suis peut-être à l'IT, mais peut-être que ces documents-là sont utiles à d'autres services. Faire une suppression de cette manière-là, c'est peut-être un peu inélégant, ou en tout cas un petit peu trop brutal, comme je le disais. Donc, on peut passer par des choses un peu plus élégantes. La première, ça va être de démarrer un workflow. En démarrant un workflow, donc là, il y en a 3 qui sont livrés à titre d'exemple, mais le but, c'est de créer les workflows effectivement en fonction de vos besoins. À nouveau, on fasse projet. Il y a un petit workflow de suppression, donc je vais lui dire, je vais l'exécuter. Et donc là, ces 5 bons vieux exécutables vont passer dans un processus d'élimination avec validation par un responsable. Si j'ouvre à nouveau le Winamp, vous pouvez voir qu'on avait tout à l'heure les métadonnées qui sont ici. Je peux refermer le groupe des métadonnées. Mais vous avez un nouveau groupe qui est apparu de flux de travail
Et on voit qu'il a été effectivement intégré à un workflow de suppression. Et le responsable aurait un bouton de validation pour accepter que ces documents-là soient supprimés. Donc voilà, un workflow de suppression. À nouveau, j'insiste, le workflow que je vous montre là, il est vraiment à titre indicatif, mais on peut effectivement en phase de paramétrage avec vous élaborer des workflows un petit peu plus complexes pour répondre à vos problématiques. Et la dernière chose à faire, si à nouveau vous voulez toujours assainir vos sources, c'est peut-être celle qui est le plus utilisée, c'est de passer par un export. Si vous faites un export CSV, donc fichier Excel, là, vous allez exporter les métadonnées, en tout cas les métadonnées que vous avez choisi d'exporter, vous allez les exporter au sein d'un fichier CSV. Alors, je peux le faire, hein, ça ne mange pas de pain, j'exporte. Et là, je télécharge, vous voyez, un document CSV. Et ce document contient toutes les métadonnées des documents que vous voulez supprimer. Donc là, ça permet effectivement de passer par un processus un peu classique, je dirais, par un bulletin d'élimination, par exemple, ou transmettre le fichier Excel au service concerné ou à l'IT pour passer à l'élimination. Donc voilà, si vous voulez supprimer les documents pour assainir vos sources, rien qu'en s'appuyant sur les métadonnées, et vous avez déjà 3 processus différents pour faire du ménage, assainir vos sources. Je vais enlever tous mes critères et revenir à la page du tableau de bord. Donc voilà pour les métadonnées. Ça permet déjà effectivement d'avoir des tableaux de bord très sympathiques. Ça permet effectivement déjà de classer via les métadonnées de votre choix et de faire des regroupements logiques pour entreprendre des actions. Étape 2, le deep scan, donc l'extraction des textes. Là, on parle effectivement d'un accès rapide à la consultation des textes, puisqu'effectivement, une fois que le texte est extrait et qu'il est intégré au noyau donc Solr, au noyau d'indexation, vous allez pouvoir y accéder très rapidement et ça va permettre effectivement d'analyser les contenus. Même au-delà de l'analyse sémantique dont je vous parlais, sur lequel on reviendra après, rien que le texte en tant que tel a déjà un grand intérêt. Sur notre tableau de bord, on va se rajouter une petite facette. Non, on va partir directement là-dessus. Vous voyez, j'ai les traitements de texte. Autant s'en servir. Je vais cliquer sur les traitements de texte. Donc là, je viens de garder tous les documents de fichiers de type texte et on va aller sur la liste. Et on va ouvrir le premier. Là, il y a un point doc, ça sera très bien. Voilà, donc on a déjà vu cet onglet, hein, l'onglet métadonnées. On voit qu'il y a un paquet de métadonnées qui peuvent être extraites sur ce document-là. Et vous avez un autre onglet ici qui est l'onglet texte. Donc là, c'est le texte brut, hein, le texte qui a été extrait du document. Donc il n'y a plus de mise en page, hein, il n'y a plus de jolis titres. Si votre doc ressemblait à quelque chose, en tout cas là, c'est vraiment le texte tel qu'il est extrait du document. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais il s'est ouvert en moins de 10 millisecondes, et même s'il faisait 300 pages, l'ouverture serait tout aussi rapide, puisqu'en fait, là, on interroge l'index directement. On ne cherche pas à réouvrir le point doc, ce qui pourrait être un petit peu plus fastidieux. Donc, même sans licence de Word, vous avez accès au texte de manière très rapide. Vous avez un autre onglet ici qui est la visionneuse, où là, on fait effectivement une conversion du document pour faire un affichage PDF. Donc là, on peut passer beaucoup de documents via cette visionneuse. On peut même passer un PPT ou ce genre de choses. Donc on va pouvoir avoir un affichage un peu plus élégant. Si c'est pour la consultation, c'est toujours plus intéressant d'avoir ce genre d'affichage-là. Donc là, on est vraiment dans le contexte d'un end-user qui veut vérifier ses contrats ou le relire. Il peut tout à fait le faire à travers Discover. Donc l'extraction du texte pour la consultation, que ce soit consultation du texte brut ou via une visionneuse quand le format le permet. Mais l'extraction du texte permet autre chose, ça permet de comparer les textes, hein, tout bêtement, c'est-à-dire que puisque Discover connaît à ce moment-là tous les contenus de tous les documents, il va pouvoir comparer les documents un à un. Donc on a un onglet ici, doublon sur la liste de résultats, et si je clique dessus, il va immédiatement regarder à travers donc tout le corpus quels sont les documents qui sont en double. Là, quand on parle de doublon, c'est du doublon strict. Si ça parle à certains d'entre vous, il passe par le checksum.
Donc en fait, si vos documents ont un espace de différence, une virgule de différence, ils n'apparaîtront pas dans cette liste-là. Là, on parle vraiment de doublons stricts, à l'espace près. Donc, comment il gère déjà une première chose? Et là, vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair sur le webinaire, j'espère, vous avez un icône vert et vous avez des icônes gris par la suite. L'icône vert, c'est le document qui est considéré comme étant le référent, le document à conserver. Et les icônes gris sont les doublons. Donc vous voyez que ce document-là a 1, 2, 3, 4, 5 doublons. Ensuite, ligne verte, et puis à nouveau là, un document référence et un doublon. Voilà comment marche la liste. Vous avez effectivement un document référence et ses doublons par la suite, et on recommence. Vous pouvez choisir quel document est déterminé comme étant le document à conserver. Ici, comment il a décidé que ce serait lui? Pas tout seul, hein. Il a choisi parce que j'ai renseigné en haut deux paramètres. Le premier, c'est est-ce que je garde le plus ancien ou le plus récent? Donc, par exemple, on peut lui dire que finalement, on va garder le plus récent. En s'appuyant sur quoi? Sur la date de création, date de consultation, date de modification. Ça, c'est vous qui aurez le choix. On va choisir le plus récent par date de consultation. Donc, le dernier document consulté. Vous voyez, la liste est mise à jour, ça a été super rapide. Et il a décidé que c'était celui-là. Vous pouvez aussi à la main décider qu'en fait, en fonction de où se trouve le document, peut-être que le plus approprié, ce serait de conserver celui-là, par exemple. Donc à la main, vous cliquez sur l'icône et le document est désigné comme étant le référent. À partir de là, quand vous êtes content de votre sélection, on va cliquer sur celui-là. Quand vous êtes content, vous pouvez cliquer ici pour faire une sélection multiple. Alors, contrairement à ce qu'on a fait côté liste, quand vous êtes dans la liste des doublons et que vous sélectionnez tout, Discover n'est pas trop bête, il ne sélectionne pas les documents référents, il ne sélectionne que les doublons, vous voyez, il m'a épargné tous les documents référents. Et donc à nouveau, j'ai le menu action et je vais pouvoir entreprendre les mêmes actions que tout à l'heure, à savoir supprimer la version brutale, démarrer un workflow, la version fédérée avec ses amis, ou la version d'export pour récupérer les métadonnées et passer par un bulletin d'élimination. Donc voilà, déjà avec l'analyse des textes, vous avez pu consulter les documents via une visionneuse ou vous avez pu même aller un peu plus loin dans l'assainissement des fichiers en pouvant les comparer et supprimer tous les fichiers en double. On va passer donc à l'étape 3. N'hésitez pas à nouveau, hein, je regarde, je fais des petits silences pour vérifier qu'il n'y a pas de questions au fur et à mesure. Si vous en avez, interrompez-moi. Donc l'étape 3, le NLP, Natural Language Processing, qui est donc l'analyse sémantique des textes. Une fois que Discover a donc récupéré les textes, il va essayer de comprendre un petit peu de quoi le document parle, et ça permet des choses assez sympas. Je vais vous montrer ça. On va se rajouter une facette de plus. On va se rajouter la facette de la langue. Il faut savoir que la langue, ce n'est pas une information que les systèmes vous donnent. Il n'y a pas une métadonnée qui existe par défaut qui s'appelle langue, qui va vous dire gentiment qu'un document est en français ou qu'un document est en anglais. C'est vraiment Discover, par l'analyse sémantique, qui arrive à découvrir en quelle langue est écrite un document. Alors, ça passe par plein de choses rigolotes, hein. On a des spécialistes de la langue à Everteam qui font ce travail-là. Je vous donne un exemple. Je crois que s'il y a 27% de E dans une page, c'est de l'italien. S'il y a 24% de E sur une page, c'est du français. S'il y a une forte densité de TH, c'est de l'anglais, etc., etc. On passe par des petites règles grammaticales. On ne passe pas par du tout l'analyse du vocabulaire. On passe par des petites règles grammaticales qui donnent apparemment beaucoup plus de véracité, de certitude quant aux langues des documents. Donc on se retrouve effectivement ici avec la légende. On a ici 743 documents qui sont en anglais et 24 qui sont en français. Donc je peux directement choisir, si j'ai la certitude qu'un document est dans une langue ou dans une autre, je peux effectivement directement choisir. Je vais m'enlever le filtre des traitements de texte qu'on avait tout à l'heure, ce sera plus intéressant. Voilà, comme ça on va récupérer tout le corpus et on va avoir un peu plus de langue. Vous voyez que là, il y a une langue qui s'appelle XX. Alors, bien évidemment, la première fois que j'ai montré XX, on a crié au bug. Ce n'est pas un bug, c'est même une information très importante puisque là, on parle des documents qui n'ont pas de langue. Et le fait de ne pas avoir de langue, c'est une information aussi importante que d'avoir une langue.
Tout simplement, je vous donne un exemple, un .zip, un .exe, un JPEG, ça, ce sont des documents qui n'ont pas de langue, puisqu'il n'y a pas de texte. Donc, ils tombent dans cette catégorie-là, qui a donc une valeur tout aussi primordiale que les langues en tant que telles. Alors, on va faire une petite recherche de contrat. Je suis fainéant, moi j'aime Molière, donc je recherche contrat en français. Et pourtant, vous voyez, on a dans la facette 630 résultats qui ont répondu en anglais, alors qu'il n'y en a que, pas beaucoup, 13 qui ont répondu en français. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais filtrer sur les documents anglais. Et donc là, Discover est formel, il m'a trouvé contrat dans des documents anglais. Alors, allons voir ça. Je passe sur la liste de résultats. Et donc, effectivement, d'après les noms des fichiers, on se retrouve effectivement avec des documents qui ont plutôt l'air d'être anglais. Alors, on va pouvoir ouvrir le premier. À nouveau, les métadonnées. Là, ça ne nous intéresse plus. Je vais passer sur le texte. Et vous voyez que quand je fais une recherche, contrairement à tout à l'heure où le texte était fourni tel quel, quand je passe à travers une recherche, donc là, la recherche sur contrat, vous avez des mots qui sont en gras, qui sont surlignés. Là, c'est Discover qui a fait son petit boulot et qui a regardé quels sont les termes qui lui ont permis de comprendre que ce document était intéressant en fonction de votre recherche. Donc, il met en gras ce qui lui paraît pertinent. Et vous voyez que là, il a trouvé 16 termes. Je peux les parcourir pour être sûr. Et on voit qu'en fait, il a trouvé beaucoup d'agreements dans ce document-là. C'est une information intéressante parce qu'il n'a pas trouvé contrat en français, il n'a même pas trouvé contract en anglais. Il a trouvé agreement, donc il a trouvé un synonyme dans une langue étrangère. Donc ça, toutes ces valeurs d'analyse sémantique, elles ont un intérêt simplement de resserrer un petit peu la maille quand vous cherchez un terme, d'être sûr de ne pas passer à côté de l'information par effectivement cette recherche synonymique et multilingue. Via le champ de recherche, vous pouvez même aller un peu plus loin. Vous pouvez, par exemple, au contraire, lui demander une recherche stricte, lui dire non, mais moi ce que je veux, c'est contrat, ne me cherche pas agreement en anglais, je veux vraiment contrat. Ou vous allez pouvoir aussi faire ce qu'on appelle une expansion synonymique. Et donc là, au contraire, lui demander d'aller chercher des synonymes un peu plus éloignés. Il y a une vraie analyse comme ça sur le sens et sur la langue. Et vous allez pouvoir lui dire, cherche-moi contrat, mais sois beaucoup plus large dans la synonymie. Et là, il ira de plus en plus loin dans ce qu'il peut proposer. Le but étant, effectivement, au final, que vous trouviez ce que vous cherchiez. Si vous êtes intéressé par la recherche, vous pouvez aussi consulter cette petite aide en ligne qui va vous montrer tout ce que vous pouvez faire via le champ de recherche. Donc là, je vous ai déjà montré la recherche avec aide sémantique, mais on s'appuie sur, si ça parle à certains d'entre vous, on s'appuie sur les requêtes Lucene, qui est la syntaxe de Solr. Donc vous allez pouvoir faire des requêtes de ce genre-là en disant trouve-moi un fichier de cette taille et dont le parent est tel dossier. Vous allez pouvoir faire des recherches avec troncature de ce genre-là, en utilisant le point d'interrogation, ou d'élargir avec l'étoile, etc. Donc, vous allez pouvoir faire plein de requêtes de ce genre-là. Les requêtes Lucene sont assez simples en général. Moi, je ne connaissais pas, je m'y suis mis pour Discover et effectivement, c'est assez intuitif. Ou en tout cas, vous trouvez beaucoup d'aides sur Internet. Vous voyez, vous pouvez faire des requêtes d'une complexité assez folle. Vous voyez, par exemple, ici, je vais rechercher tous les fichiers de type DLL, exe, com, MP3, dont la taille est supérieure à 50 mégas et dans le dossier ABC, etc., etc. Donc, oui, il y a la recherche sémantique qui permet d'avoir des résultats très larges, mais via la requête Lucene, vous pouvez au contraire faire des recherches très techniques, très élaborées, qui vous permettent d'arriver directement au résultat voulu. Vous avez aussi, je vous le montre pendant qu'on est là, nous avons regroupé dans l'aide en ligne toutes les métadonnées que Discover a été capable d'indexer, ce qui vous permet de voir la liste pour les recherches. Par exemple, je vous donne un exemple. Si je vais dans les propriétés système, vous voyez, il y a created, file name, file size, etc. Ça, ce sont les métadonnées que je peux interroger directement. Si par exemple, je prends file name, d'accord, donc là, j'avais fait une recherche sur contrat. Si je fais sans espace, merci, file name, et je veux tous les noms de fichiers qui contiennent contrat, d'accord, et là je lance. Oui, et du coup, sans la langue anglaise, ça sera normal. Et donc là, vous voyez, je me retrouve effectivement avec tous les fichiers dont le nom contient contrat. Voilà.
Donc là, on est sorti de l'analyse sémantique, on est sur une recherche stricte. J'ai trouvé tous les fichiers dont le nom contenait contrat. Donc voilà, une autre manière d'accéder aux documents et d'accéder à l'information, que ce soit très large par l'analyse sémantique ou au contraire très resserré via des requêtes sur des métadonnées ou des requêtes élaborées avec plusieurs paramètres et des opérateurs type AND, OR, NOT, etc. Donc je vais reprendre ma petite recherche. Là, je me suis éloigné avec tous ces concepts de recherche, mais je vais prendre ce document. Hop, et je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais sur chaque document, vous avez ce petit menu qui permet d'entreprendre des actions. Et là, pour le coup, on va le modifier. Donc, vous voyez, j'ai fait une recherche sur contrat, j'ai ouvert un fichier qui s'appelait contrat. Je suis sûr de moi, ce document-là, c'est un contrat. Alors, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Eh bien, via la modification du fichier. Alors, modifier, c'est un terme un peu trompeur. Personnellement, je ne l'aime pas. Excusez-moi. Mais en fait, là, ce que j'ai modifié, ce sont les métadonnées. Et encore, justement, comme je vous le disais, la modification, ce n'est pas forcément un terme exact, puisque en fait, je ne modifie pas le document, je l'enrichis. C'est-à-dire que je rajoute des métadonnées, mais ce sont des métadonnées qui appartiennent à Discover. Si je rajoute un tag, donc là, je vais le taguer contrat. Je vais rajouter un tag contrat dessus, et je le mets à jour. Là, j'ai rajouté sur ce document un tag contrat, mais où qu'il soit, alors c'est marqué, hein, ça c'est une pièce jointe qui appartient, donc il est sur Exchange, et il a été envoyé par le compte Discover Everteam-Dev. Donc là, c'était un contrat qui est sur le serveur d'Exchange. J'ai cliqué, je viens de le taguer contrat, comme vous avez vu. Je n'ai pas modifié la pièce jointe. Je ne suis pas retourné là dans Exchange pour rajouter une métadonnée en mode sauvage. La métadonnée tag appartient à Discover. C'est une couche supplémentaire. C'est pour ça que je n'aime pas le terme de modification. En tout cas, vous avez compris, je peux enrichir les documents et rajouter des tags dessus. Donc là, effectivement, je viens de rajouter un tag. Donc, si je retourne sur le document maintenant que l'indexation s'est faite, vous voyez que j'ai les métadonnées, hein, comme prévu, comme avant, et j'ai ce nouveau groupe qui est apparu, comme tout à l'heure, vous vous rappelez, avec le workflow. Là, il m'a créé un nouveau groupe aussi, qui s'appelle collaboration, dans lequel on peut voir tout ce que les utilisateurs ont fait en termes d'enrichissement sur les documents. Et donc là, vous avez votre tag contrat qui apparaît. Alors, c'est déjà sympa, effectivement, au moment de la consultation, puisque dès que j'ouvre le document, je vois ce qui a été rajouté. Alors, le tag, il peut avoir plein d'intérêts, hein, je vous montrerai juste après. Mais déjà, là, ça permet d'avoir un regroupement des tags sur le document en tant que tel. Ensuite, sur la liste de résultats, j'ai un petit icône ici, absolument minuscule, qui me permet de rajouter toutes les colonnes que je veux. Et bien, je vais rajouter justement cette colonne tag. Hop, je referme, merci. Et vous voyez que là, sur la liste de résultats, j'ai la colonne des tags. Ce qui permet aussi, au moment de la consultation, au moment de la liste, d'avoir tous mes tags déjà visibles. Ce qui permet, sans même rentrer dans un document, de savoir de quoi on parle. Si effectivement on utilise Discover depuis quelques temps et que la colonne de tags s'est enrichie, ça permet effectivement, dès la liste de résultats, d'avoir des informations intéressantes. Et puis, je remonte encore d'un cran. Alors là, je vais supprimer tous mes filtres. Je vais retourner sur le tableau de bord. Et là, on va s'ajouter une nouvelle facette, la facette des tags. Et donc là, vous voyez qu'il y a effectivement une nouvelle facette qui a été créée. Donc, elle a été créée dynamiquement au moment où j'ai fait mon premier tag de document. J'ai un tag, un seul, c'est le document qu'on vient de taguer ensemble de contrat. Donc, c'est là pour moi le plus grand intérêt, je pense, du tag, c'est de pouvoir effectivement, dès le tableau de bord, avoir des informations que l'utilisateur aura enrichies au fil de l'eau sur ces documents. On imagine par exemple, vous avez relu un contrat, le contrat est bon, vous pouvez tout à fait, par exemple, taguer, pourquoi pas, le nom d'un de vos collaborateurs. Et dans la mesure où la facette tag est partagée par tous les utilisateurs, l'utilisateur en question, lorsqu'il va se connecter, eh ben, il va trouver son tag à lui, il va trouver soit à valider, soit carrément son nom. Il pourra cliquer dessus directement pour passer en liste et voir les documents qui le concernent. Donc voilà, utiliser le tag un petit peu comme on le fait dans un Google Drive, par exemple, ou dans un SharePoint. Utiliser le tag pour collaborer entre utilisateurs, pour faire des rebonds ou pour typer, pourquoi pas, des documents, comme là, je viens de le faire avec le contrat.
À nouveau, est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Eh bien, je vais prendre ça comme un compliment, c'est que vous avez tout compris. Alors, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est donc l'étape des entités nommées. Donc, comme je vous l'ai dit, une entité nommée, c'est un terme ou un groupe de termes que l'on arrive à identifier au sein d'un document. Le petit dessin parle de lui-même, hein. On a retrouvé une adresse, on a retrouvé le nom d'une personne, on a retrouvé un mail, on a retrouvé un numéro de carte de crédit, puis là, on a retrouvé un numéro de téléphone. Dans un premier temps, là, je suis désolé, je ne peux pas vous montrer comment ça marcherait chez vous, puisque je n'ai pas vos références de facture, ou je n'ai pas, mais je peux déjà vous montrer ce qu'on fait nous en standard via les données qui sont un petit peu, je dirais, universelles. Donc, nous avons un tableau de bord conformité qui est justement le tableau de bord dédié à ces données, à ces entités nommées. Pour le coup, sur le tableau de bord conformité, je vais réenlever le tag, puisque là, je n'en ai pas besoin. Donc, sur ce fameux tableau de bord des données personnelles, on voit une première chose intéressante, c'est la répartition des données personnelles. Donc là, vous avez la liste de toutes les entités nommées que l'on extrait, nous, en standard. Et donc, ce sont des données personnelles. Donc, c'est le numéro de sécurité sociale, format français, format américain, le numéro d'IBAN, les numéros de carte de crédit, les numéros de téléphone, les noms de personnes, les emails, les organisations, donc les noms de société, les localisations. Donc, une localisation, ça peut être le nom d'un village comme le nom d'un continent, hein. C'est tout ce qui permet de typer géographiquement un élément, et les URL de site. Donc voilà les 10, je crois, de 4, 6, on doit être à 10, les 10 entités nommées qui sont extraites par défaut par Discover. Mais gardez bien en tête que la vraie valeur ajoutée de Discover, à mon sens, et puis je le vois en clientèle, c'est vraiment de pouvoir rajouter dans ces entités nommées-là les entités qui vous concernent. Ça va être chez un client médical de pouvoir rajouter la liste des médicaments ou la liste des praticiens en France. Chez un consultant, ça va être de pouvoir avoir effectivement les références de factures ou les listes de projets, ou ça peut être dans n'importe quelle société d'avoir la liste des salariés, la liste des concurrents, la liste des fournisseurs, etc., etc. Vraiment d'arriver à faire comprendre à Discover toutes les informations que vous voulez extraire. En l'état, effectivement, donc je n'ai que ça, donc on va s'imaginer un petit peu dans un contexte RGPD. Je suis DPO et donc moi, les entités nommées qui m'intéressent, ce sont ces données personnelles. Vous avez une autre facette intéressante, c'est le ratio. Puisqu'il a été capable d'identifier des données personnelles, il est capable de me dire que dans 1000 de mes documents, il y a des données personnelles. Et donc, il y en a 1600 documents dans lesquels il n'y a aucune donnée personnelle. Vous avez en dessous les facettes dédiées donc à chaque entité nommée. Donc, vous avez une facette qui s'est créée avec la liste des personnes, une facette avec les organisations, une facette avec les localisations, etc. Vous avez les IBAN et vous avez le reste. Ce que je ne vous ai pas dit, peut-être que ça va vous intéresser, c'est qu'on a 3 manières d'extraire ces entités nommées-là. La première, c'est d'utiliser un microservice que nous, on exploite, qu'on développe depuis 10 ans, qui s'appelle Linkware. On a racheté, je crois, en 2009, de souvenir, et qu'on développe nous-mêmes depuis. Donc, Linkware, en fait, il fait un petit peu ce qu'il peut. C'est-à-dire, Linkware, il analyse, donc là, on est presque sur de l'intelligence artificielle, il analyse en fonction du contexte, est-ce que ça peut être un nom de société, est-ce que ça peut être un nom de personne, mais dites-vous bien que lorsqu'on laisse faire Linkware, alors il fait quand même des choses sympas, mais il va forcément faire quelques bêtises. L'exemple qui permet de comprendre assez facilement, c'est Washington. Alors ça, c'est en termes de faux amis, on est bien, puisque ça peut être un prénom, ça peut être un nom, ça peut être un État, ça peut être une ville, ça peut être quasiment tout, hein. Donc c'est très compliqué. De quel Washington parle-t-on? Donc effectivement, il peut y avoir des erreurs. Lorsqu'on laisse faire Linkware tout seul, il peut y avoir des erreurs. On trouve déjà des choses super sympas, hein. Vous voyez là la liste des personnes, on trouve des trucs chouettes, mais au milieu, il y aura forcément des erreurs. Ça, il faut être transparent là-dessus. Vous avez une deuxième possibilité pour ces entités nommées, c'est la plus classique que font absolument, je pense, les 80% des applications du marché, c'est l'extraction d'expressions régulières. Donc, tout ce qui passe sous forme d'expression régulière, alors là, ça passe très bien, hein. On imagine les IBAN, les numéros de téléphone, les numéros de carte de crédit. On peut penser aussi aux références de facture pour les reciter. Donc, voilà, tout ce qui est formulable sous forme d'expression régulière, ça marche très bien, donc on le fait.
Et on a une dernière option qui est un petit peu la valeur ajoutée de Discover parce que je n'ai pas vu de concurrent le faire, c'est l'intégration de lexique. Donc le lexique, qu'est-ce que c'est? C'est la liste, une liste fermée des informations à extraire. Donc on imagine par exemple la liste des salariés, la liste des clients et la liste des fournisseurs. Là, ce sont des lexiques que vous allez pouvoir intégrer à Discover, des listes fermées, et là, c'est du 100% de certitude, il arrive à les retrouver avec beaucoup de performance. L'autre intérêt des lexiques, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle les valeurs canoniques. Une valeur canonique, c'est par exemple, je vous donne l'exemple, de pouvoir extraire SNCF et Société nationale du chemin de fer français, et de dire que ces deux valeurs-là doivent être extraites, mais que les deux sont regroupées sous la valeur SNCF. De sorte que si je cherche SNCF et que dans un document il est écrit Société nationale du chemin de fer français, ma Discover va pouvoir faire ce lien, va pouvoir comprendre qu'on parle de la même chose. C'est intéressant dans beaucoup de contextes. Par exemple, j'ai souvenir dans un contexte médical d'avoir pu extraire ordonnance et ORD, qui est l'abréviation connue par les médecins, et de lui dire que lorsqu'on trouve ORD dans un document, eh bien, ça a la même valeur qu'une ordonnance, ou que DLR a la même valeur que douleur, ce genre de choses. Donc, ça permet effectivement de regrouper des informations. Je me souviens aussi d'un client qui avait un nom qui paraissait assez simple, mais beaucoup de gens avaient envie de l'écrire avec un Z alors que c'était un S. Et beaucoup de gens avaient aussi l'habitude de mettre un T à la fin alors qu'ils n'en avaient pas. Donc en fait, il avait pris l'habitude, lui, de rechercher avec 4 écritures possibles son nom de famille dans tout le corpus de son entreprise. Et donc on l'a intégré ça directement dans le lexique en mettant les 4 façons d'écrire son nom, même s'il n'y en a qu'une, mais en tout cas les 4 qui apparaissaient, de manière à ce que lui pouvait chercher simplement son nom et les 4 différentes orthographes du nom apparaissaient. Donc voilà, les valeurs canoniques dans un lexique. Les facettes, je digresse, les facettes donc, qui apparaissent ici, elles ont donc déjà une première valeur de filtre, hein, puisque vous pouvez, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on a cliqué ensemble sur PDF ou sur les documents qui faisaient plus de 50 mégas, là aussi elles sont cliquables. Vous pouvez tout à fait cliquer sur Microsoft pour voir directement les documents qui contiennent l'entreprise Microsoft. Mais ces facettes-là, elles ont un autre avantage, c'est d'être livrées toutes avec un petit moteur de recherche que vous voyez en haut. Vous avez un moteur de recherche dédié aux personnes, un moteur de recherche dédié à l'organisation. Et ça, c'est super sympa parce que si vous vous rappelez tout à l'heure, si je me mets à chercher une personne dans le champ de recherche principal, eh ben, on va passer à travers l'analyse sémantique. Donc là, Discover va faire ce qu'il peut pour élargir le plus possible la recherche, alors que là, ce n'est pas le but. Si je cherche une personne, il ne s'agit pas d'élargir la recherche, c'est de rester sur la personne en tant que telle. Donc si vous cherchez une personne, comme on imagine si vous cherchez une facture, le but c'est de chercher directement ici, via le champ de recherche dédié, une personne précise. Moi, je cherchais Dorothy Dalton parce qu'on va dire que allez, je suis DPO et puis cette brave Dorothy Dalton, c'est une ayant droit, une ancienne collaboratrice qui m'a fait une demande de restitution, on va imaginer. Alors, j'ai voulu chercher Dorothy Dalton, eh bien, je vais la chercher directement via la facette personne. C'est bien plus facile. Donc, je clique sur Dorothy Dalton et voilà, immédiatement, je vois que j'ai effectivement un document la concernant dans ce dossier et un dans ce dossier-là. Alors, ce qu'on va faire, on va passer en liste pour voir ces deux documents. Ils sont ici, d'accord? Je vais ouvrir le premier. Les métadonnées, donc je ne vous refais pas l'histoire des onglets, vous avez compris, il y a le texte, il y a la visionneuse comme d'habitude, mais il y en a un que je vous avais volontairement caché jusque-là, l'onglet des entités. Tac. Alors, les entités, comment ça fonctionne? Vous avez à droite, comme tout à l'heure, le texte dynamique qui a été extrait du document, mais vous avez ce petit cadre en plus au centre qui liste toutes les entités nommées qui ont été détectées dans le document. Donc, on reprend l'exemple, je cherchais Dorothy Dalton, et bien, je n'ai plus qu'à cliquer ici sur la valeur Dorothy Dalton pour voir où elle apparaît dans le document. On imagine un document qui fait 300 pages, vous voulez bien vous assurer que Dorothy Dalton s'y trouve, ou voir même, pourquoi pas, les informations qui se trouvent autour de Dorothy Dalton. Là, vous voyez, en l'occurrence, il y a des références. Alors, je n'ai pas le contexte, je ne sais pas à quoi correspondent ces références. En tout cas, j'ai retrouvé très facilement Dorothy Dalton dans ce document. Donc voilà, les entités nommées permettent vraiment de naviguer, de cliquer à un endroit pour retrouver directement la personne ou la référence recherchée.
Donc, je reste toujours dans cette idée, je suis le DPO, Dorothy Dalton m'a fait une demande, eh bien, je vais pouvoir tout sélectionner. Hein, maintenant que j'ai vérifié, effectivement, ces documents parlent d'elle. Et dans les actions, je vais pouvoir ajouter un panier. Et donc, je vais créer un panier, on va créer carrément un panier à propos de Dorothy Dalton. Et je crée le panier. À partir de là, dans le menu principal, voilà, vous avez une rubrique Mes paniers. Et donc, il y a le panier Dorothy Dalton avec mes 2 documents. Au fil de l'eau, comme ça, vous allez pouvoir aussi, pourquoi pas, je ne sais pas, chercher son numéro de téléphone, chercher son adresse mail, chercher toutes les informations que vous pourriez trouver, et vous allez pouvoir comme ça enrichir le panier de Dorothy Dalton. Et lorsque vous aurez fini cette investigation, vous allez pouvoir sélectionner et à nouveau, pourquoi pas, comme tout à l'heure, faire un export des métadonnées, ce qui sera très pratique pour faire justement une restitution auprès de Dorothy Dalton de toutes les informations dont vous disposez à son sujet. Je vais revenir sur ma recherche. Et bon, on est aujourd'hui le 2 avril. J'ai fait je suis toujours le DPO, hein, et j'ai fait ma recherche. Je suis sûr d'avoir trouvé tous les documents qui parlent de Dorothy Dalton. Mais qu'est-ce qui me dit que demain, je ne vais pas retrouver un nouveau document, qu'un nouveau mail va rentrer avec le numéro d'IBAN de Dorothy Dalton? Sait-on jamais. Donc, il y a effectivement ce besoin à l'instant T de pouvoir faire un audit de tout l'existant, mais on va petit à petit arriver vers la classification. Le but, c'est aussi de pouvoir, au fil de l'eau, comme ça, laisser Discover gérer des choses pour être sûr que, effectivement, même dans le temps, vos sources de données vont être contrôlées. Donc, la première chose à faire, vous voyez, j'ai mon filtre d'actifs. Là, je suis sur une recherche de Dorothy Dalton. Eh bien, j'ai ce petit icône ici d'enregistrer la recherche et je vais lui donner le même nom, Dorothy Dalton. Hop là. Dorothy Dalton. Et je vais enregistrer cette recherche. Donc là, j'ai le menu de mes recherches que je ne vous ai pas encore montré. Et vous voyez, là, j'ai Dorothy Dalton qui apparaît. Là, j'ai une recherche qui est sauvegardée. Si je clique dessus, la recherche est relancée. Donc, on m'a déjà posé la question, alors je le dis avant que la question émerge, je n'ai pas sauvegardé la liste de résultats de Dorothy Dalton. Ce que j'ai sauvegardé, ce sont les paramètres de recherche. Donc, si demain, je relance cette recherche, je n'aurai peut-être pas les mêmes résultats si d'autres documents sont rentrés. On est bien d'accord. C'est la liste, ce n'est pas la liste de résultats qui est sauvegardée. Là, c'est la recherche dynamique qui peut être relancée tous les jours si je veux. Maintenant que j'ai sauvegardé une recherche, vous avez compris, n'importe quel critère comme ça peut être sauvegardé. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai supprimé tous les documents de type application qui faisaient plus de 50 mégas. Ça aussi, j'aurais pu tout à fait la sauvegarder pour pouvoir tous les jours vérifier si d'autres documents de type exe pesant plus de 50 mégas sont rentrés dans le système. D'ailleurs, je l'ai fait. Vous voyez, j'ai par exemple les fichiers volumineux. Voilà. Alors, si je clique dessus, immédiatement, je vois tous les documents qui pèsent plus de 50 mégas. Donc, un IT, vous voyez, tous les jours, peut revenir, relancer sa petite recherche pour refaire un petit peu une investigation et pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouveaux documents qui sont entrés pesant plus de 50 mégas. Ces recherches, elles ont aussi d'autres options. Je vais vous les montrer tout de suite. Ça peut être intéressant. On va reprendre Dorothy Dalton et vous avez ici l'icône modifier. Donc, il y a le libellé que je lui ai mis tout à l'heure. Mais vous pouvez, en cliquant ici, l'activer comme recherche par défaut. Donc, si là, par exemple, si j'active comme ça, lorsque je vais me connecter à Discover, à toutes les connexions dans Discover, le tableau de bord principal, celui qui me présentera des résultats, il ne va pas me présenter toutes les informations de tout le corpus informationnel de votre entreprise. Il ne va montrer que les documents qui répondent à cette requête-là. Donc, si vous, effectivement, je ne sais pas, vous êtes un spécialiste par exemple, si vous êtes le DPO de l'entreprise, typiquement, vous allez pouvoir, par exemple, faire une requête
qui va mettre en avant tous les documents qui contiennent de la donnée personnelle, par exemple, ce qui va vous permettre d'enlever tous les documents qui n'en contiennent pas, qui ne vous intéressent pas. Et comme ça, chaque utilisateur va pouvoir un petit peu typer son premier tableau de bord, son portail d'entrée, pour ne montrer que ce qui l'intéresse via une recherche. Il est également possible de partager cette recherche. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pouvoir utiliser des requêtes Lucene avec multifactoriel, avec des if, des and, des or dans tous les sens. Donc, si vous avez un geek dans l'entreprise qui s'amuse à faire des requêtes comme ça très élaborées, il va pouvoir partager directement ses efforts avec d'autres collaborateurs. Donc, vous allez pouvoir tous vous partager des requêtes pour travailler sur les mêmes résultats. Voilà pour les entités nommées. On avance un petit peu, je pense que je suis dans les temps. Est-ce que vous avez déjà une question? Je fais une pause de 10 secondes, que vous ayez le temps d'écrire dans le chat si vous avez des questions. N'hésitez pas. Donc à nouveau, dans le chat semble vide, alors je prends ça comme une bonne nouvelle et je vais enchaîner avec l'étape 5. Donc la classification par règle. Donc, je vous l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est créer des règles préétablies pour pouvoir classer et définir les documents. Il y a plusieurs manières de faire cette classification-là. On va commencer par la plus simple, la plus évidente. Et on va reprendre la requête sur cette brave Dorothy Dalton. Je vais à nouveau la modifier et j'ai, vous voyez là, un champ d'action. Le champ d'action, ça permet effectivement de lier une recherche à une action. Là, typiquement, par exemple, je vais lui demander une notification par mail. Alors, comme on parle de mail, il va falloir que je renseigne quelques champs. Donc, par exemple, le mail, objet, donc on va dire Dorothy Dalton est apparu dans vos sources. Voilà. On va choisir un modèle par défaut qui va permettre de renseigner le corps du message et je fais Next. Je vais choisir à quelle périodicité je reçois des mails. Il ne s'agit pas non plus d'en recevoir 3 par minute. Alors, je vais lui dire 1 fois par jour, par exemple, et je vais activer. Là, si je mets un jour, qu'est-ce qui se passe? 1 fois par jour, Discover va faire la requête tout seul, d'accord? Il va relancer la recherche et il va regarder si sur cette recherche-là, de nouveaux documents sont apparus. À l'instant T, j'avais 2 documents, vous vous rappelez, qui parlaient de Dorothy Dalton. Eh bien, dans une journée, dans 24 heures pile, d'après la périodicité, il va relancer la recherche. Et si, lorsqu'il va relancer la recherche, il a une différence avec la requête précédente, donc s'il y a 3, 4, 5 documents, il va m'envoyer une notification mail pour me présenter les documents entrants, les nouveaux documents qui répondent à la requête. Et donc, je mets à jour. Donc là, vous voyez maintenant, Dorothy Dalton, elle a une action liée, qui est une action de notification 1 fois par jour. Donc, on n'est plus sur une bête recherche. Là, on est déjà sur une forme de classification, c'est-à-dire qu'une action, une recherche est liée à une action. Si vous avez compris ce principe-là, vous avez compris un petit peu la capacité qu'a Discover à justement classer les choses automatiquement, puisque vous pouvez faire n'importe quelle recherche et associer n'importe quelle recherche à n'importe quelle action. Donc, vous allez pouvoir aller assez loin dans ce que vous allez pouvoir faire. Je vous donne un autre exemple. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a tagué un contrat. On avait trouvé, d'après le nom du fichier, c'était marqué contrat, donc on l'a fait à la main, on a écrit contrat. Si vous avez 3 Tera de documents, j'ose espérer que vous n'allez pas tous les taguer un par un, ce serait un petit peu compliqué. Alors ce qu'on va faire, on va reprendre effectivement cette recherche que j'ai sauvegardée qui, alors je vais déjà vous la montrer. Si je clique sur contrat FR, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je cherche des noms de fichiers contenant contrat. Vous voyez, donc là, effectivement, sans aucune ambiguïté, j'ai effectivement des contrats FR. Bon, très bien. Alors, cette recherche de contrat FR, je vais la modifier. Et au lieu de me faire, comme tout à l'heure, une notification mail, eh bien, je vais pouvoir refaire l'action qu'on a entrepris ensemble tout à l'heure, une action de modification. Donc, je me retrouve avec la même page que tout à l'heure, et je vais faire la même action de rajouter un tag, le tag contrat. Je mets à jour. À nouveau, je vais choisir la périodicité. Alors là, si on a envie de voir du résultat, il s'agit de ne pas attendre demain. Donc, je vais lui dire toutes les minutes.
Donc là, il fait exactement comme avec la notification mail pour Dorothy Dalton, sauf que là, maintenant, c'est toutes les minutes, il va lancer cette recherche sur les contrats pour vérifier tous les documents qui répondent. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va ajouter le tag contrat, comme on a pu le voir. Donc, je mets à jour. Donc là, vous voyez maintenant, voilà, on a une nouvelle action qui est apparue. Tous les contrats FR, on va les modifier toutes les minutes pour ajouter un tag dessus, contrat. Ça me permet de vous dire que toutes les actions entreprises de ce genre-là sont ce qu'on appelle des actions asynchrones, c'est-à-dire que Discover, il les fait derrière le rideau, derrière la scène. Il vous laisse la main, hein, vous pouvez continuer de chercher, de vous amuser. Et lui, derrière, il travaille. Vous pouvez voir en fait ce qu'il fait au fur et à mesure via la page suivi des actions. Et donc là, vous voyez, on a alors toutes les actions justement qu'il entreprend derrière. La notification mail, eh ben, il n'y a pas de document. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé de le faire une fois par jour. Donc, bien évidemment, pour l'instant, il ne le fait pas. Il n'a pas commencé à faire cette action-là. Ça, c'est la première modification qu'on a fait ensemble. On avait rajouté contrat sur un document. Vous vous souvenez, c'est ici. Et là, c'est la classification qu'on vient de faire. Je lui ai demandé de modifier tous les documents qui étaient des contrats FR pour taguer FR. Eh bien, il l'a fait. Ils sont là. Vous voyez, c'est terminé. Il y en a 114. Ce petit journal-là des actions, vous pouvez l'exploiter un petit peu pour voir justement ce qui se passe. Si je clique sur cette action-là, par exemple, vous voyez la liste de tous les documents qui sont concernés par cette action-là, donc par les contrats FR tagués en tant que contrat. Et pour chaque document, vous avez une petite flèche verte ici. Vous pouvez l'ouvrir et voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une modification sur le champ tag. Il a rajouté contrat. Donc ça, c'est vraiment le résultat de l'API. Hein, l'affichage est un peu technique. Mais en tout cas, ça permet de voir toutes les actions entreprises par Discover de manière asynchrone. Donc d'après ce qu'il vient de me dire, je peux refermer la liste des résultats. D'après ce qu'il vient de me dire, il a effectivement fait une première classification, à savoir il a modifié ses 114 documents. Eh bien, chiche, allons voir. Je vais supprimer tous mes critères de recherche pour récupérer tous les documents. Je vais repasser sur le tableau de bord et je veux mon tableau de bord général, le premier qu'on utilisait tout à l'heure. Et donc là, vous voyez, maintenant, on n'a plus un tag contrat comme on l'avait tout à l'heure quand on l'a fait à la main, mais là, maintenant, on en a 114 puisque tous les documents qui répondaient à ma recherche contrat ont été tagués automatiquement. On va pouvoir également, via ces recherches, hein, je vous donne un autre exemple, dans mes recherches, vous voyez, j'avais fait d'autres recherches, par exemple, les fichiers inutiles. Donc, un fichier inutile, hein, je l'ai typé. Moi, ce que je ne veux pas garder sur mon corpus, ce sont tous les fichiers de type application et tous les fichiers de type audio, parce qu'il y a des gens qui ont posé leur MP3 sur les disques, et moi, ça, je n'en veux pas. Donc, voilà ce qui, dans mon critère de démo, là, dans mon environnement de démo, ce que je trouve inutile, ce sont des fichiers application ou audio. Ok, très bien. Eh bien, je vais pouvoir alors reprendre, donc fichier inutile, elle est là, la modifier, et à nouveau, je vais pouvoir entreprendre plein d'actions. Ce que je ne vous ai pas dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est que là, les actions qui sont ici, ce sont les actions qu'on fournit de manière standard, mais il n'est pas rare qu'en phase projet, les clients nous disent moi, l'action que je dois entreprendre, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, on peut enrichir ce principe d'action pour vraiment coller à votre problématique. Là, en l'état, je vous l'ai dit, c'est une démo, une introduction à Discover, donc je reste générique et j'entreprends les actions standards. Donc là, je peux effectivement démarrer un workflow, puisque vous vous rappelez, là, ce sont des fichiers inutiles. Donc, qu'est-ce que je veux entreprendre comme workflow? Un workflow de suppression. Et à nouveau, j'active. Boum. Et donc maintenant, voilà, moi, cette recherche-là, qui est une recherche de tous les fichiers qui ne servent à rien, elle démarre un workflow. Donc, tous les documents qui rentrent et qui vont rentrer dans mes critères, immédiatement, ils vont être tagués comme à supprimer. Et donc, le responsable pourra, au fil de l'eau, valider les suppressions ou au contraire les invalider pour conserver les documents. Donc là, on est sur une classification niveau 1, hein, c'est-à-dire j'ai une recherche et une recherche entreprend une action automatique. Donc effectivement, c'est déjà de la classification automatique, mais c'est un petit peu voilà la version gentille, hein, la version
Facile. Maintenant, il faut imaginer que, ok, par exemple, je vous donne un exemple, j'ai tagué les contrats FR. Oui, ok, mais je vais avoir aussi des contrats anglais, puis je vais avoir des factures, puis je vais avoir des bons de commande. Comment toutes ces recherches-là vont cohabiter? Si un document répond, parce que les critères ont été mal définis, et qu'un document répond à plusieurs de ces recherches-là, qu'est-ce qui se passe? Comment faire en sorte que toutes ces recherches ne se marchent pas dessus? Alors, il y a une autre étape qui est un peu plus avancée, qui est ce qu'on appelle, nous, les catégoriseurs ou classifieurs en anglais. Pour une fois, je préfère presque le terme anglais. Ils sont ici, catégoriseurs. Donc, sur chaque champ, vous allez pouvoir créer un catégoriseur. Donc là, j'ai créé un catégoriseur existe sur le champ tag. Donc lui, ça va être ce qu'on peut appeler un moteur de règles. Tout bêtement, je vous montre à quoi ça ressemble. Vous avez donc un catégoriseur, comme je vous l'ai dit, il ne travaille que sur un champ. Donc là, ce petit moteur de règles va travailler sur le champ tag. OK, très bien. Et donc, il va avoir des règles. Ces règles, en fait, effectivement, à nouveau, ce sont des recherches. Donc, par exemple, ça va être contrat FR, je vais modifier, et au lieu de lui dire brutalement, modifie-moi les documents et tu me les tags, non, ce que je vais lui dire, c'est justement de passer par le catégoriseur. Donc, le catégoriseur tag, et c'est une règle, effectivement, c'est l'utilisation de la règle. Et donc là, c'est un contrat FR. OK. Je vais passer pour la validation pour l'instant, je vous montrerai après de quoi on parle. Donc là, vous voyez, j'ai supprimé l'action qui était directement reliée en fait à la recherche. La recherche en tant que telle n'entreprend plus d'action, elle est reliée à un classifieur. Donc c'est le classifieur, vous voyez ça comme une espèce de gendarme de règles, d'accord? J'ai dit, cette règle va appartenir à un classifieur qui est le classifieur des tags. OK, je vais mettre à jour et je vais faire pareil avec les contrats UK, par exemple. Donc là, je modifie et donc à nouveau, pardon, il va servir au classifieur de tag. Et donc à nouveau, là, ça va être un contrat UK. Allez, next. Et je mets à jour. Donc maintenant, on a deux règles. Alors, c'était des recherches, mais pour le coup, comme on les a intégrées à un classifieur, on préfère parler de règles. Et donc, retournons voir le classifieur, ici, pour vous montrer ce qui s'est passé. Mon classifieur tag, donc mon gendarme de règles, vous voyez, gestion des règles, maintenant, il a deux règles. Il a les contrats FR, les contrats UK. Donc, en phase projet, hein, on a parfois des moteurs de règles, comme ça, des catégoriseurs qui peuvent avoir une centaine de règles. L'avantage, il y en a plusieurs, c'est déjà de pouvoir prioriser les règles. C'est-à-dire, vous allez mettre en premier la plus importante pour vous, celle pour laquelle, si le document répond, on oublie les autres. Donc, ça permet de faire du tagging conditionnel en hiérarchisant les règles, en disant essaye la première, si la première ne marche pas, essaye la deuxième, si elle ne marche pas, essaye la troisième, etc. L'autre avantage, c'est effectivement cette validation qui peut être double. Soit on va valider automatiquement, je clique ici, là c'est validé automatiquement. Là, le tag, donc contrat FR, va apparaître directement en tant que tag sur le document. Si au contraire, par exemple, sur la deuxième, je ne valide pas automatiquement, on ne va pas parler de tag, on va parler de suggestion. C'est-à-dire qu'on aura une colonne supplémentaire. À la limite, vous savez quoi, on va faire comme ça. On va mettre une valeur contrat FR qu'on va valider. D'accord. Et on va mettre un contrat UK qu'on ne valide pas. Voilà, et on va mettre à jour. Et donc là, vous avez le contrat FR qui est lui validé automatiquement, donc il va taguer les documents, donc il fait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure avec la recherche simple. Lui, il passe dans le catégoriseur, via sa périodicité, il tague les documents, et on a rajouté une deuxième règle qui n'est pas prioritaire sur la première, et qui, elle, va faire des suggestions de tags. Donc, on n'est pas sur du tagging brut, on est sur une suggestion. Et on va activer le catégoriseur. Voilà. Donc là, maintenant, le classifieur est actif. Il connaît ces deux règles. Il passe la première sur chaque document pour essayer. Ensuite, il passe la deuxième et il entreprend les actions en fonction. Alors, le catégoriseur, il nous reste 11 minutes. Je ne sais pas si on aura le temps de voir le résultat. Mais en tout cas, ce que je peux vous montrer,
On verra ça, peut-être que ça va apparaître d'ici quelques minutes. En tout cas, ce que je peux vous montrer là, c'est qu'on a effectivement la colonne tag, qu'on a déjà vue, effectivement, qui, elle, sera donc renseignée par la règle des contrats FR. Et vous pouvez passer en modification sur la liste, et là, vous aurez des tags suggérés. Et c'est là que tombent les suggestions. Donc, quand vous faites, par exemple, de l'archivage, vous pourrez avoir des suggestions, des choses proposées par Discover, et ça sera à la charge de l'utilisateur de valider ou d'invalider les choses pour renseigner la colonne stricte. J'essaie de vous donner un exemple, effectivement, pour une gouvernance autour de la migration, puisqu'on nous sollicite beaucoup autour des migrations. Vous allez entreprendre des règles, créer des règles. Les règles vont alimenter la colonne suggestion. D'accord ? Cette colonne suggestion va permettre à l'utilisateur de regarder effectivement si le document doit être archivé ou pas. Un exemple tout bête, je fais une règle de tous les documents qui ont plus de 15 ans. Normalement, un document qui a plus de 15 ans doit être archivé. Donc, vous allez avoir une suggestion document à archiver. L'utilisateur va consulter les documents et va cliquer dans la colonne suggestion sur tous les documents qui doivent effectivement être archivés. À partir de là, vous pouvez faire derrière une règle automatique qui dit que tous les documents qui ont un tag à archiver sont archivés automatiquement. Donc, vous rajoutez un niveau de surveillance, de monitoring par l'utilisateur, par l'Account Manager, qui va vérifier toutes les suggestions de Discover. Et derrière cette étape de suggestion par Discover, une action automatique faite lorsque l'utilisateur a choisi de rajouter le tag. Je ne sais pas si j'ai été clair, en tout cas je l'espère, mais voilà, ça va vous permettre de créer tout un process autour d'actions que l'on suggère ou d'actions automatiques, et ces actions-là peuvent être entreprises pour supprimer des documents, pour les déplacer vers d'autres systèmes, par exemple. Donc voilà pour la grande boucle. Peut-être que le classifieur a commencé à faire son boulot, je ne sais pas. Il faut savoir que oui, vous voyez, on a des contrats FR qui commencent à apparaître ici. Donc, ça doit vouloir dire peut-être que des contrats UK sont apparus. On va regarder. Si je clique ici, voilà, vous voyez, le premier tag qu'on avait fait par la règle, il n'a pas été supprimé, hein, je n'ai demandé à aucun moment de le supprimer, donc on a le premier contrat qui vient de la recherche simple, comme on l'a fait. Ensuite, le contrat FR, eh bien, c'est la règle qui est passée par le classifieur. Donc là, on est bon. Et vous voyez que effectivement, le RBC pour Rule-Based Classification, c'est-à-dire qu'on était effectivement dans un classifieur et qu'il a trouvé que ce document répondait à cette règle-là. Et comme cette règle-là avait une validation automatique, on voit que ça a été rajouté ici. Maintenant, vous avez, est-ce qu'on va réussir à voir, voilà, vous voyez là, on a un tag suggéré, contrat UK, qui lui n'a pas alimenté le champ tag. Simplement parce que justement, on lui a dit de ne pas faire une validation automatique. Maintenant, moi, je suis utilisateur. Oui, ça ne t'inquiète pas, c'est un contrat. Je clique dessus. Et maintenant, voilà, le tag est ajouté. Donc, on imagine derrière une autre règle qui va dire, eh bien, s'il y a un champ, un tag contrat UK dans cette colonne, entreprend une autre action, migre-le, par exemple, vers le plan de classement dans le dossier contrat, par exemple. Est-ce que vous avez des questions sur ce déroulé de démo? Est-ce que vous voulez que je reprécise un point? N'hésitez pas, dites-moi. Non, ça a l'air d'avoir été clair. Eh bien, tant mieux. Donc voilà la classification par règle qui permet d'entreprendre des actions sur tout votre corpus. Je ne pourrais pas vous montrer le machine learning simplement parce que ça prend plus de temps. Discover a besoin, alors je le mets entre d'énormes guillemets, mais il a besoin d'apprendre. En gros, il a besoin d'analyser les actions que vous entreprenez sur un corpus qui est un petit peu large pour commencer à comprendre à quoi ressemble, pour reprendre notre contexte, pour commencer à comprendre à quoi ressemble un contrat UK, tous les documents qui sont tagués en tant que contrat UK, tout ce qui est tagué en tant que contrat FR, etc. Il a besoin d'un volume initial pour apprendre là-dessus, pour faire des comparaisons statistiques de documents et pour pouvoir dire tous ces documents-là ne sont pas tagués du tout et pourtant ils ressemblent beaucoup aux documents tagués. Et ça va permettre de rajouter de nouvelles suggestions, non pas par classification, mais par l'apprentissage automatique. Donc voilà, une dernière méthode pour enrichir, donc je dirais, la colonne suggestion
pour aider l'utilisateur à alimenter, les métadonnées. Donc, les cas d'usage, maintenant que vous avez un petit peu cette vue 360 de Discover, je suis désolé, je trouve qu'il y a énormément d'informations pour une démo d'1 h 30. Mais bon, si on veut faire une introduction à Discover, on est obligé d'un petit peu couvrir tout ce spectre-là. J'espère que vous en tirerez en tout cas des informations utiles pour vos contextes. Les cas d'usage principaux qu'on rencontre à travers Discover, il y a déjà le moteur de recherche, bien évidemment. On l'a dit ensemble, la recherche par synonymie, la recherche multilingue, et puis la recherche via les requêtes Lucene, la recherche via les tableaux de bord, les recherches par entité nommée qui vous permettent de retrouver vos factures, pouvoir taguer et retrouver par tag, sauvegarder ses recherches. Donc ça, toutes ces fonctionnalités-là qu'on a vues ensemble, et ben, ça permet de faire de Discover un moteur de recherche ultra performant et ultra simple à utiliser. Maintenant, en toute transparence, on ne rend pas forcément Discover uniquement comme moteur de recherche, parce que comme vous l'avez vu, il fait plein de choses. Donc en général, le moteur de recherche, c'est plutôt le complément, je dirais, l'outil end-user, mais dans d'autres problématiques. Donc en général, on associe le moteur de recherche, la problématique moteur de recherche, à autre chose. Donc ces autres choses, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est par exemple l'assainissement. On en a quand même pas mal parlé au moment des métadonnées, pouvoir dédoublonner, pouvoir faire de la recherche transverse pour trouver les vieux documents, les documents trop lourds, les formats de fichiers dont on n'a pas besoin, etc. Et puis la capacité effectivement de rechercher sur toutes les sources qui va permettre effectivement de dédoublonner une pièce jointe d'un document qui se trouve déjà dans SharePoint. Donc voilà, l'assainissement. Avec l'assainissement, là, c'est très regroupé avec la migration, puisqu'on n'entreprend jamais de migration sans avoir fait d'assainissement avant. Mais Discover est un super outil de migration, puisqu'il est connecté à toutes les sources. Il peut être connecté aux sources initiales qui doivent être migrées et connecté aux sources destination vers lesquelles les documents doivent être déplacés. Et donc, une fois que l'assainissement a été réalisé, qu'on n'a plus que les documents utiles, Discover, via les règles, comme je vous l'ai montré, va pouvoir prendre des documents et physiquement les déplacer. Alors, soit vers un cloud, par exemple, vers un preservation store type Amazon S3, vers un SAE, ou même vers un plan de classement, c'est-à-dire un disque partagé. Toutes les possibilités sont possibles, littéralement. Donc voilà, vous avez un outil de migration absolument top qui va permettre d'assainir les sources et de déplacer les bonnes sources vers vos destinations. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle le records management. Alors, je n'ai pas vraiment eu le temps de vous le montrer, je le regrette. Si on a une minute de plus, je le montrerai. Mais effectivement, vous allez pouvoir, là, vous avez vu, j'ai tagué contrat, j'aurais pu taguer facture, etc. Mais le tagging n'a aucune valeur légale, je dirais. Eh bien, vous pouvez faire exactement la même chose en utilisant des règles. Au lieu de typer un contrat sous forme de tag, vous allez pouvoir utiliser la typologie contrat, utiliser donc une vraie valeur légale de contrat, pour que Discover comprenne que lorsque vous avez rajouté le type de document contrat, ce n'est plus un tagging qui permet de faire une jolie facette, mais c'est une vraie valeur et il va comprendre que puisqu'il a été typé en tant que contrat, eh bien, il va falloir le garder 15 ans. Et puis qu'au bout de 15 ans, il y a une action à faire, que ce soit de la suppression ou de la migration vers un coffre-fort, etc. Donc, vous allez pouvoir, je vous l'ai montré à travers le tag, puisque c'est ce qu'il y a de plus ludique et de plus évident, mais vous allez pouvoir rajouter des valeurs à vos documents beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus critiques. Donc, rajouter des règles de rétention sur les documents. Et donc, via la classification automatique et les actions asynchrones, vous vous retrouvez avec un super outil pour le records management. Et enfin, la conformité. Donc là, on parle effectivement donc, des données sensibles, on parle du RGPD, mais on va aussi pouvoir parler, puisqu'on parlait d'archivage et de records management, on peut parler de la NFZ 42013, de l'ISO 9001, toutes les règles d'archivage auxquelles Discover et Everteam.archive se plient. Donc voilà, conformité, RGPD et archivage. 10h28, je crois que je n'ai jamais été aussi ponctuel, je m'en félicite. Est-ce que vous avez des questions pour finir ce webinaire? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, est-ce qu'un point n'a pas été clair? Est-ce que vous voulez que je revienne sur quelque chose? Est-ce que vous voulez me parler d'une problématique que vous rencontrez pour voir si Discover peut y répondre? Je vous laisse, la parole est à vous. Eh bien, je pense que j'ai été très clair puisqu'il n'y a pas de questions. C'est tant mieux. Alors, je vais profiter de la minute qu'il me reste pour vous montrer un petit benchmark qu'on a fait de Discover, puisque peut-être que parmi vous, certains ont des problématiques de volumétrie. En général, quand on parle de Discover, c'est que les gens sont noyés dans le vrac
donc vous montrer un petit peu comment fonctionne, comment performe Discover, je dirais. On a fait un test de benchmark sur 3 terabits, ce qui correspondait à 16,8 millions de documents. Il y avait donc des documents français, anglais, italien, espagnol, des documents de diverses tailles, de divers types, des emails, des documents Office, des PDF, etc., etc. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant que vous avez toutes les clés, vous allez comprendre. Le Document Accessibility, c'est l'indexation de niveau 1, c'est ce qu'on appelait le light scan, donc l'indexation des métadonnées. En 14 heures, les 16,8 millions de documents étaient accessibles, c'est-à-dire que toutes les métadonnées étaient récupérées. Donc, vous voyez, c'est quand même très rapide. Déjà, au bout de 14 heures, vous pouvez commencer à travailler. Vous avez vos tableaux de bord, vos métadonnées, vous pouvez commencer à rechercher. En une journée et 17 heures, vous avez la partie extraction de texte plus analyse sémantique. Donc là, vous avez l'indexation niveau 1 et niveau 2 qui sont finis, 1 jour et 17 heures. Et ensuite, le dernier niveau, c'est donc les entités nommées. Là, c'est plus long et puis c'est très variable parce que si on rajoute effectivement des entités nommées par-dessus, ça sera plus long aussi. Mais en tout cas, pour extraire les 10 entités nommées par défaut que l'on a, il a fallu 4 jours et 5 heures. Et donc, au bout de 4 jours et 5 heures, votre Discover est prêt sur 16,8 millions de documents. Donc, le moteur de recherche, l'indexation est très performante. Après, bien évidemment, vous allez pouvoir gérer à quel moment il met à jour ses sources, il peut aller vérifier, il doit aller vérifier dans tous les dossiers si de nouveaux documents sont arrivés. Donc, ça, vous pouvez le faire au fil de l'eau tous les soirs ou tous les week-ends ou même toutes les 5 minutes, hein, peu importe, ce sera votre choix. Mais voilà, en tout cas, la première indexation est faite en 4 jours et 5 heures pour 3 terabytes de documents. L'index, les documents, eh ben, il va aussi lui prendre la place, hein, son index prend de la place. L'index en tant que tel pour 3 terabytes, l'index c'était 400 gigas. Et il y a Kafka qui est le microservice, ce qu'on appelle le message bus, qui permet de faire communiquer les microservices entre eux, prend 600 gigas. Donc, en gros, ça a été un petit peu optimisé depuis ces premiers mais il faut voir que l'espace disque occupé par un Discover, c'est à peu près 25% des sources à indexer. Voilà. Et puis un dernier point, et après j'en terminerai, c'est sur les response time, on a fait 50 utilisateurs et 50 tâches. Puisqu'on traite, on parle de l'index, on ne parle pas des documents, et du fait, l'index répond toujours très vite. Oui, je vois une question. Alors, on me demande, alors je vous remercie, on me dit que la présentation était claire. Serait-il possible d'avoir le support de présentation? Alors oui, c'est tout à fait possible. Je vous transmettrai le support de présentation à l'équipe qui organise les webinars pour qu'ils vous transmettent la présentation. Je crois aussi que vous aurez la vidéo du webinar, donc vous pourrez aussi la reconsulter entre amis ultérieurement. Et ensuite, d'avoir une estimation du coût pour 10, 100 et 1000 utilisateurs. Alors ça, moi, je ne pourrais pas le dire, j'en suis désolé, mais je suis consultant, je n'appartiens pas à l'équipe commerciale. Donc, si vous voulez un devis, le mieux à faire, c'est de me recontacter. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre sur le général mon adresse mail. Le plus simple à faire, c'est j'envoie à tous mon adresse mail. Normalement, vous avez reçu mon adresse mail. Sinon, vous la redemanderez à l'équipe contact. Le mieux, c'est de me demander parce qu'en fait, qu'est-ce qui change dans le prix d'une installation? Effectivement, c'est le nombre d'utilisateurs, mais c'est aussi les sources. Chaque source a un prix différent. C'est aussi la volumétrie. Donc, vous donner comme ça un prix, ça sera impossible. Donc, recontactez-moi, recontactez les équipes commerciales et on fera un devis un peu plus détaillé en fonction de votre contexte. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je clôture? Donc, il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, il me reste à vous remercier de votre présence. Vous souhaiter une très belle journée, un très bon week-end et en espérant vous revoir bientôt pour parler de vos problématiques. Au revoir. Ah, j'allais dire au revoir tantôt, j'aurais une question. Eh bien non, c'est un merci et au revoir. Merci à vous. Au revoir.